Actuellement, il y a, on va commencer le premier sujet, un discours nauséabond d'extrême droite qui tend à dire que si dans le conflit israélo-palestinien vous prenez le parti palestinien, ce qui est mon cas, moi je suis complètement du côté palestinien dans cette affaire-là, c'est que vous êtes antisémite. Vont s'ajouter à ça des injonctions qui sont formulées aux féministes, j'y avais déjà répondu dans une vidéo, prétendant que, merci pour le renouvellement d'Absinthe, prétendant que les féministes seraient trop timides, n'oseraient pas dénoncer les crimes commis par le Hamas le 7 octobre en Israël. Et j'avais répondu en vidéo à ça en disant, en fait c'est faux, il y a beaucoup de grandes figures féministes françaises qui ont réussi sans avoir besoin de faire un grand écart, sans avoir besoin de se contredire, qui ont réussi à dire sans aucun problème, dans le conflit qui oppose Israël et la Palestine, on est du côté palestinien parce que c'est Israël qui est un État colonisateur. En revanche, nous dénonçons extrêmement fermement les exactions commises par le Hamas le 7 octobre, parce que c'est la position qui me semble la position la plus saine, et je n'ai pas eu du tout la sensation que les féministes avaient abandonné les femmes israéliennes après cet événement-là. Ça ressemble un petit peu au discours qu'on avait déjà débunké ensemble, qui avait dit oui, pendant la nuit de Cologne où il y a eu 2000 viols par des migrants, alors on s'aperçoit avec les chiffres qu'il y aurait eu entre 25 et 30 agressions sexuelles, ce qui est déjà beaucoup trop, je vous l'accorde, on s'était aperçu que derrière, il y avait Osez le féministe qui avait partagé quelque chose, le collectif féministe contre le viol également, nous toutes également. Donc en fait, les grandes associations féministes ont pris position, très clairement. Vraiment très clairement contre ça. Et donc voilà, on se retrouve de nouveau dans ce grand discours-là. Ce qui a relancé un petit peu les débats, vous le savez, c'est l'attaque donc, du Hamas contre l'État d'Israël, qui a eu lieu le 7 octobre 2023, qui a été absolument épouvantable, qui a donné lieu à des massacres. Il y a eu des attaques terrestres, des attaques aériennes. Apparemment, il y aurait des attaques par voie marine également, mais ça, j'en ai assez peu entendu parler, qui ont abouti à des exactions absolument terribles, à environ 200 civils et israéliens pris en otage, qui ont abouti à des actes qu'on pourrait qualifier clairement d'actes terroristes pour semer la terreur. Ça a été, je suis obligé de rappeler, des décapitations, des viols absolument extrêmement brutaux. Ça a été une démonstration d'inhumanité totale, une démonstration totale d'inhumanité. Ça a évidemment choqué le monde entier, à juste titre. Ça m'a évidemment grandement choqué, à juste titre. Ce qui s'est passé derrière, c'est un petit peu ce que le monde entier craignait, à savoir une riposte extrêmement violente de l'État d'Israël, que moi j'avais comparé aux ripostes que l'État français avait fait subir à l'État syrien après les attentats du 13 novembre sur notre territoire, où en ripostant, on avait décidé de bombarder pendant des semaines et des mois, et on s'était beaucoup plaint, l'AFP en avait parlé d'ailleurs, du fait de ne pas vraiment avoir d'informations sur ce qui se passait pendant ces bombardements, puisque l'État français prétendait ne viser que des entrepôts militaires, etc. Mais on sait très bien qu'un bombardement, ça n'est jamais propre. Un bombardement, c'est toujours sale. Et donc, j'avais fait un petit peu cette comparaison. Et c'est exactement ce qui se passe. Malheureusement, la réponse d'Israël, elle est spectaculairement violente et brutale. Et dans le contexte actuel, je pense qu'il est sain de se positionner du côté palestinien. Je vais vous donner un argument qui est un argument purement féministe après, avec des chiffres donnés par l'ONU. Mais juste avant, pour tordre le cou immédiatement à l'accusation d'antisémitisme, voilà ce que moi je vous propose de répondre. Avant de parler de la création de l'État d'Israël, il faut quand même rappeler quelque chose. Les Juifs dans le monde, c'est un peuple qui a été historiquement persécuté, quasiment depuis sa création. Les textes de l'Ancien Testament évoquent déjà des persécutions, des mises en esclavage, une sortie d'Égypte qui s'est faite dans le sang, etc. Et évidemment, toutes ces années, tous ces siècles et tous ces millénaires même de persécutions ont trouvé leur paroxysme avec la Shoah. Ce qui avait fait dire aux Juifs qu'ils ne seraient jamais 100% en sécurité en Europe. L'État d'Israël était à ce moment-là sous, je ne sais pas si on peut appeler ça un protectorat, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, mais britannique, sous mandat britannique, voilà, à partir de 1917. Donc ils prennent le contrôle, donc c'était la Palestine à l'époque. Après la défaite de l'Empire ottoman, ils avaient fait la promesse d'établir une région qui serait un foyer national juif dans lequel ils pourraient vivre en sécurité. Et c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs au peuple juif, qu'ils ont un endroit dans lequel ils puissent vivre en sécurité. Mais ne nous empêchez pas de dire que c'est exactement ce qu'on souhaite aux Palestiniens. On souhaite qu'ils puissent avoir un État dans lequel ils vivent en toute sécurité, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il ne faudrait pas faire de deux poids, deux mesures. Évidemment, donc ça c'était en 1917, la Shoah a lieu. En 1945, vous voyez que la population juive en État palestinien, donc ce qui est l'actuel Israël, était quand même de 33% seulement, donc la région était à majorité musulmane, donc là il faut tordre le cou, et on aimerait bien que certains zététiciens qui se disent politiques aillent travailler et débunker des idées d'extrême droite qui prétendraient le contraire. Donc voilà, il y avait majoritairement des populations à confession musulmane actuellement. Évidemment, donc la Shoah
arrive et ça accélère ce processus-là. Ça accélère l'ONU en 1947, du coup, vote le plan de partage de la Palestine après le traumatisme qui a été vécu, du coup, une énième fois, qui a trouvé son paroxysme dans la Shoah, un État juif dans lequel il pourrait vivre en sécurité. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à n'importe quel peuple. Un État dans lequel il vit en sécurité. Ne nous empêchez pas de demander la même chose actuellement pour les Palestiniens. Ne nous empêchez pas de dire ça, parce que ce serait de faire de deux poids deux mesures. Et l'accusation que vous nous faites en antisémitisme, on pourrait vous la retourner aussi bêtement en faisant une accusation simplement d'islamophobie. Vous voyez ce que je veux dire, sans même ouvrir les échanges. Ce serait quand même triste d'ouvrir les échanges. Donc ça, c'est le point de vue le point de vue israélien actuellement. Le point de vue israélien, c'est de dire, on connaît l'histoire, bien sûr, on sait très bien que le partage de l'État est compliqué, et d'ailleurs, quelque chose qui est à noter. Donc le 29 novembre 1947, l'ONU vote le plan de partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Je pense que c'est discutable, mais voilà, on pourra en reparler. Jérusalem est un corpus separatum, d'accord. Le lendemain, une guerre civile éclate entre les populations juives et arabes de Palestine. Bon, évidemment, enfin, je veux dire, ils partageaient cette terre, et puis d'un seul coup, on va dire aux Palestiniens, aux musulmans, en fait, maintenant, ça n'est plus chez vous. Je veux dire, dans quel monde on peut accepter une chose pareille. Néanmoins, il faut se positionner aussi du point de vue de la communauté juive mondiale qui dit mais en fait on est en sécurité nulle part et donc on a besoin d'un État, et on aimerait leur faire remarquer que oui, la solution qui a été trouvée est une des plus mauvaises solutions possibles, parce qu'on a créé un État au sein d'un État qui existait déjà en disant aux gens en fait ça n'est plus chez vous. Le point de vue de la population juive actuellement, c'est de parler effectivement du Hamas comme une organisation terroriste. Donc le Hamas est une organisation considérée comme terroriste par une trentaine de pays, presque tous occidentaux. Donc ça pourrait nourrir certaines critiques politiques. Moi, je ne suis pas compétent pour le faire. Ils ont gagné les élections législatives en 2006. En 2007, l'année d'après, ils se retrouvent les seuls au contrôle de leur territoire. Et donc, le point de vue israélien actuellement, c'est de dire on est quand même en guerre contre un État qui est un État dirigé par une organisation dite terroriste, soit. Et là-dessus, moi, j'ai pas assez de connaissances pour pouvoir contredire, affirmer ou infirmer. En revanche, le problème que j'ai, c'est du coup de faire un raccourci entre le fait qu'un État soit dirigé par un gouvernement terroriste comme le Hamas, et du coup considérer que les Palestiniens seraient tous d'emblée du coup soutien du Hamas parce qu'ils auraient été élus démocratiquement. Je pense qu'ils n'ont pas de leçon à faire, les Israéliens, là-dessus, on va en reparler dans un instant, et justifier donc des bombardements en disant mais oui, mais si nous bombardons, c'est pour protéger le monde entier du terrorisme. Non, mais n'allons pas quand même faire une récupération politique du terrorisme dégueulasse pour commettre ce type d'exaction. Et on pourrait leur rétorquer, et ça ce serait le point de vue des pro-palestiniens, que les Israéliens ont élu à la tête Benjamin Netanyahou, qu'ils ont élu du coup un type extrêmement autoritaire, d'extrême droite, bon, bref, et on pourrait tout à fait dire mais et pourtant, nous, on ne vous déshumanise pas. On ne dit pas le peuple israélien est un peuple d'extrême droite, machin, islamophobe, etc. Et tout ça, du coup, me dérange, en fait. C'est-à-dire que dans les débats aujourd'hui, on a l'impression que les personnes sont obligées de prendre d'extrêmes précautions quand ils parlent de ce sujet-là, alors qu'en fait, la prise de position qui, moi, me semble la plus saine, qui est celle que je prends, est celle-là, et de dire on comprend les intérêts de la population juive de se sentir en insécurité en Europe avec toute l'histoire de leur religion, on comprend l'insécurité des musulmans et des Palestiniens qui vivent dans la bande de Gaza et qui vivent en Palestine parce qu'ils se sentent colonisés, et de fait, je pense les personnes qui nient le fait que c'est une colonisation, moi j'ai du mal à croire leur argument, et donc on peut entendre ces deux arguments et dire maintenant, dans un conflit dans lequel il y a un ratio de nombre de morts qui va de 10 à 20 selon les ressources, dans lequel vous avez un État qui est en situation de coloniser l'autre et qui a toute la puissance de frappe et tout l'appui de toute la communauté internationale, il est sain de dire qu'on ne prend pas leur parti. Il me semble que c'est parfaitement sain, en fait, et que là-dedans, il n'y a même pas l'once d'antisémitisme, en fait, dans ce discours-là. L'autre argument qui permet d'appuyer ça, c'est quand même l'évolution des cartes de la Palestine et d'Israël. Et je vous mettrai tous ces articles-là en ressources bibliographiques. J'ai trouvé ça sur le site de la BBC. J'ai trouvé d'autres cartes sur d'autres sites qui font état d'une colonisation qui serait plus avancée, mais j'ai choisi de vous montrer la source de la BBC qui me semble pour le coup irréfutable. Donc là, on est en 1922. Et ici, vous voyez que le plan de partition de l'ONU pour la Palestine
divise le territoire de façon extrêmement étrange, avec des toutes petites bandes ici, vous voyez, tout ça est croisé, mais on se doute bien qu'avec autant de frontières que ça pourrait être problématique. Et puis derrière, vous voyez que en 1949, voilà finalement ce qui est décidé. L'État de Palestine est réduit vraiment à peau de chagrin, alors que je vous rappelle que voilà quelle était la part de leur État en 1922. Et puis voilà, ceci ne fait malheureusement qu'évoluer vers le pire. La situation de la bande de Gaza, elle est catastrophique géographiquement. Vous voyez qu'elle est comprise ici entre l'État d'Israël et l'État d'Égypte qui a fermé ses frontières récemment. Donc l'Égypte a fermé ses frontières à la population gazaïque. Donc les Gazaïques n'ont vraiment plus aucun endroit pour fuir, d'accord, ils subissent des bombardements permanents. Et ce qui est pour moi le clou dans le cercueil de l'argument antisémite, c'est simplement de rappeler les chiffres. Donc actuellement, il y a en Israël donc un bilan reconnu par l'UNICEF. Donc là, je ne prends pas les chiffres donnés par l'État israélien, je ne prends pas les chiffres donnés par le Hamas, qui sont plus importants des deux côtés, mais celui reconnu par l'UNICEF. L'article a été mis à jour le 1er décembre, il y a 2 jours. En Israël, on fait état de 1200 morts, dont 35 enfants, et plus de 7500 blessés en Israël, avec encore 195 personnes retenues en otage. C'est évidemment catastrophique. On prie pour que les otages rentrent en sécurité, que le conflit s'arrête. Et dans la bande de Gaza, on est à 12 700 personnes tuées, donc on est d'un ratio de 1 pour 10, d'après les chiffres de l'UNICEF. Mais surtout, ce qui est catastrophique, c'est que 5350 enfants ont perdu la vie, quasiment la moitié, 3250 femmes qui sont décédées. Donc là, on parle quand même de presque 70% des victimes actuellement à Gaza qui sont des femmes et des enfants. 70% des victimes. Et en fait, en prenant en compte toutes ces considérations-là, moi, je ne comprends pas trop pourquoi on assiste à ces débats qui n'en sont pas à la télévision, où en fait soit vous êtes pro-israélien, soit vous êtes pro-palestinien. Si vous dites que vous êtes pro-palestinien, on va vous traiter d'antisémite. Et quelque part, en fait, on oublie toute l'histoire qu'il peut y avoir. Un truc intéressant. Dans le folklore hébraïque, par exemple, vous avez le golem. C'est la créature la plus connue du folklore juif. Le golem, c'est une créature créée de toutes pièces dans la tradition juive. Je crois que c'est dans le Sefer Yesra qu'on en parle pour la première fois, un truc comme ça, qui a pour vocation de protéger son créateur. Donc c'est une créature qui n'a pas d'âme, pas de conscience, qui ne parle pas, qui protège le créateur. C'est quand même intéressant que dans le folklore juif, la créature mythique soit une créature qu'ils invoquent pour se protéger. Et moi, je ne comprends pas que ça ne se soit pas rappelé, que l'histoire de la population juive en Europe nous permet de comprendre leur peur, nous permet de comprendre actuellement leur grande crainte de se dire mais on a peur qu'il y ait une autre montée de l'antisémitisme en Europe et qu'on soit de nouveau plus chez nous. Et d'ailleurs, je reprends l'argument de Padurin qui pour moi est un très bon argument, qui dit que prendre le parti palestinien, c'est aussi une façon de lutter contre l'antisémitisme. Et je comprends, ne pas défendre, ne pas soutenir ce que l'État d'Israël est en train de provoquer en Palestine, c'est aussi prendre une position très claire en disant la souffrance qu'un peuple a connue ne peut pas justifier ce genre de choses. Et moi je pense que l'action actuelle de l'État d'Israël à l'encontre de la Palestine sur la bande de Gaza est une des causes de la montée ou de la crainte de montée d'antisémitisme actuellement en Europe. Je n'ai pas vu de chiffres qui parlent d'une montée réelle d'antisémitisme depuis le début du conflit, mais je sais qu'il y a beaucoup d'actes antisémites actuellement en France et en Europe. Et il faut être capable de les rassurer d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut être capable de rassurer la communauté juive en France et de leur dire ce n'est pas parce que dans ce conflit je prends parti pour la cause palestinienne que nous n'entendons pas votre crainte de peur de montée d'antisémitisme et qu'on ne sera pas les premiers aussi à vous soutenir. Alors, on pourrait nous rétorquer que majoritairement, on n'est pas allé marcher dans la marche contre l'antisémitisme. Elle avait été tellement récupérée par la droite et par l'extrême droite que moi, je pense que cette marche, c'était vraiment une plaisanterie, une pantalonnade. Mais bon, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ça me paraissait important. Les racines de l'antisémitisme au départ, c'est la crucifixion du Christ, non pas par Ponce Pilate, mais les chrétiens ont remis ça sur le dos des juifs. Aujourd'hui, l'antisémitisme, il est teinté à la fois de ce mélange d'analyse colonialiste de l'État d'Israël et de théorie du complot des juifs qui seraient en train de diriger le monde, machin, qui serait... Bon, voilà. L'antisémitisme, finalement, elle a des racines extrêmement anciennes et on a l'impression qu'elle existera toujours de la même façon que j'ai bien peur que l'islamophobie ce soit exactement la même chose et ça trouvera toujours des causes différentes. L'une des façons de lutter contre, je pense, que c'est d'être capable de dire ça suffit maintenant Netanyahou, comment l'ONU peut continuer à soutenir un type comme ça, comment on peut continuer à soutenir collectivement ces massacres-là, tout en rassurant la communauté juive de notre soutien. Et si un jour il y a une montée d'antisémitisme, on sera aussi les premiers à le dénoncer. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça.
J'espère que ça a été clair. Ce sera une toute petite capsule que je mettrai sur YouTube, dont je vais finir l'enregistrement. Là, il y a Yami Kim, j'ai pas lu vos commentaires pendant que je parlais, je vous prie de m'excuser, qui dit on soutient l'humain en général. Et je suis assez d'accord avec ça, on est contre toute forme de massacre, je suis entièrement d'accord. Et puis voilà, je vais répondre ensuite à Torette en privé. Voilà, fin de la capsule sur YouTube. On en parle encore un petit peu si vous voulez avec vous dans les commentaires.